Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer et de ne pas attendre un quart d'heure dans nos lois. Vu qu'on est aux problématiques qui sont liées à temps, essayons d'être le plus pointu possible de ce point de vue. J'aimerais vous souhaiter bienvenue à Grenoble, à notre réunion qu'on a décidé d'appeler workshop et qu'on a voulu consacrer aux thématiques qui commencent à démarrer, qui sont liées à la distribution sécurisée de temps et en particulier un des aspects qui est lié aux systèmes spatiaux. Et ce workshop, nous avons organisé en collaboration avec plusieurs structures. La structure qui nous aide et qui nous donne des financements, c'est la structure liée à la cybersécurité. C'est un CMA, AMI CMA, une appellation de manifestation d'intérêt de compétences métiers d'avenir CyberSkills à TUGEA, qui est liée aux problématiques de cybersécurité. Avec nos collègues de Centre Spatial Universitaire, je passerai tout à l'heure la parole à Estelle, qui est la directrice actuelle de Centre Spatial, pour qu'elle puisse dire quelques mots sur le Centre Spatial Universitaire. Et l'Olabex Temps Fréquence, qui nous apporte énormément dans ces discussions. Yann aura la parole tout à l'heure, il dira deux mots sur l'ABEX, mais j'aimerais remercier vous tous pour votre présence et pour votre déplacement à Grenoble, parce que vous êtes nombreux de venir ailleurs, que ce soit Paris, Toulouse, surtout Toulouse ou Besançon. Je vais essayer d'être assez court, et plutôt d'une façon américaine, en racontant plutôt l'anecdote de ma vie personnelle, avant de passer aux choses plus officielles. J'ai découvert ces thématiques par hasard, quand on a commencé à collaborer avec Gorgie Timing il y a maintenant 6-7 ans, lors d'un de mes séjours à Moscou. C'était en 2019, quand je pouvais encore aller à Moscou. J'ai passé un week-end, tout le Noël, en fait, c'était plus qu'un week-end, un week-end prolongé, avec ma famille, où on s'est promené au plan centre-ville. On n'habitait pas très loin de centre-ville. Et en se promenant au centre-ville, on a découvert un phénomène assez surprenant pour nous à l'époque, qui était le phénomène de l'horloge de GPS. Donc on regardait le GPS au centre de Moscou, donc le lieu qui se trouve à peine 1,5 km de Kremlin. Et quand je demandais à ma fille d'ouvrir le GPS, donc vous voyez, je prends une photo d'un bâtiment lambda moche, vous avez l'arbre de Noël, cette année-là, il n'avait pas beaucoup de neige à Moscou. Ma fille, elle tient le téléphone portable, et le téléphone portable montre qu'on est à l'aéroport de Sheremetyevo. Donc pour moi, c'était une grande découverte parce que je ne connaissais absolument pas ni ces problématiques-là, ni ces thématiques, mais à cette époque-là, on voyait déjà l'importance des sujets de distribution sécurisée de temps qui sont aujourd'hui, malheureusement avec la guerre en Ukraine, prennent une ampleur tout à fait particulière. Donc j'ai voulu commencer par cette anecdote personnelle parce que c'est des sujets qui vont toucher nous tous d'une façon ou d'une autre. Et nous, les universitaires qui ont les contacts à la fois avec la recherche, avec nos collègues industriels qui sont nombreux dans cette salle, c'est aussi une question d'enseignement, de transmission. Et un des enjeux pour nous, lors de ce workshop, c'est en discutant avec vous, de voir comment ces thématiques doivent intégrer la formation, les enseignements, les transmissions de ces sujets pour que les gens se rendent compte, que ce soit nos élèves ou le public plus large, de l'importance de ces sujets. On aimerait que ce workshop ne soit pas un workshop formel. C'est pourquoi on s'est réunis dans un endroit plutôt agréable et d'une façon semi-formelle. On veut favoriser les discussions
entre les communautés qui sont aujourd'hui structurellement assez différentes. Il y a des collègues qui travaillent sur les sujets de temps-fréquence, il y a des collègues qui travaillent sur les sujets de cybersécurité, ils vont venir tout à l'heure. Il y a des collègues qui travaillent au sein du centre spatial universitaire, qui sont de plus en plus nombreux, qui sont d'une certaine façon les intéressés, les consommateurs de ces sujets-là. Chaque communauté parle sa langue, elle a un peu de mal, ces communautés ont un peu de mal de se comprendre. C'est pourquoi nous aimerions que ce workshop contribue à l'échange entre ces communautés, à l'éducation progressive, et après, avec vous, on décidera comment on peut aller, comment on peut commencer à introduire ces questions dans les formations universitaires, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Jusqu'à encore récemment, ces sujets n'étaient pas abordés, ou presque pas abordés dans les formations universitaires. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 mois, l'université d'Alabama aux États-Unis a commencé à délivrer des formations en la matière. Donc c'est pour nous aussi le temps de voir comment on y va. Donc, le programme, vous avez vu, elle est organisée d'une façon relativement simple. C'est surtout les introductions dans les différents sujets qui sont liés aux thématiques autour de workshop. Et la dernière demi-journée, ça sera la discussion autour des projets universitaires qui peuvent être proches et à terme, probablement, peuvent évaluer aussi vers ces sujets-là. Et peut-être de ce point de vue, ça serait bien que Estelle, tu dises quelques mots sur le centre spatial universitaire qui, pour nous, aujourd'hui, est le lieu autour duquel on essaie d'organiser ces discussions ici à Grenoble, tout en étant ouvert à tous les autres collègues de toutes les villes, et on sera ravis de discuter avec eux. Donc encore une fois, bienvenue. Christelle, je te passe la parole. Merci Constantin, bonjour à tous. Donc c'est un plaisir pour moi de vous accueillir aussi à Grenoble, de participer à ce workshop et à l'organisation du workshop en tant que directrice du Centre spatial universitaire de Grenoble. Et personnellement, je pense que je vais aussi apprendre énormément de cette thématique sur la distribution sécurisée du temps. Moi-même, je suis astrophysicienne, donc j'ai vraiment pas mal de choses en dehors de ce domaine-là, donc je vais apprendre pas mal de choses à ce niveau-là. Quelques mots sur le Centre spatial universitaire de Grenoble, donc, qui a été créé il y a une petite dizaine d'années maintenant, en 2015. En fait, l'objectif principal du Centre spatial universitaire de Grenoble, CESUG, c'est vraiment de fédérer les acteurs de la recherche, de l'industrie et de la formation autour de projets de missions spatiales. Il faut savoir qu'il y a à peu près une dizaine de CSU en France, donc Grenoble est l'un d'entre eux, et nous on a une spécificité ici à Grenoble, à savoir qu'en fait on se spécialise sur vraiment la réalisation de charges utiles, de nanosatellites. Donc on fabrique finalement en impliquant à la fois les étudiants sur ces projets-là, mais également nos partenaires dans les projets dans les laboratoires de recherche et nos partenaires industriels, donc sur des missions qu'on va mettre sur ces nanosatellites. On a pas mal de projets en cours, on a une petite dizaine de projets. Vous entendrez parler plus en particulier de 2 qui sont listés ici, donc RIX sur la communication quantique et SINSAT, qui est un projet ici d'Internet des objets par satellite, donc qui rentre vraiment dans la thématique ici du workshop. Il y a d'autres projets également sur, par exemple, l'intelligence artificielle pour l'observation de la Terre, des projets en météo de l'espace. Il y a pas mal de gens du CESUG ici, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi discuter avec les différentes personnes. Et puis, effectivement, tu as parlé de formation, ce qui est important aussi à dire, c'est que le Centre spatial universitaire, il est lauréat donc en plus, tu as parlé déjà du CMA CyberSkills. On participe à des CMA, donc compétences et métiers d'avenir, sur l'électronique, et en particulier l'électronique embarquée, et également un autre CMA qui s'appelle le projet Comet, qui vient de démarrer
et qui regroupe cette fois, qui est vraiment l'action de la formation autour du New Space. Voilà. Et donc le CESUG est un des acteurs principaux à ce niveau. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus pour maintenant. Donc il y aura, vous en entendrez beaucoup plus parler du CESUG vendredi matin. Et puis d'ici là, bon workshop. Et merci Constantin. Merci beaucoup. Donc, je vous propose qu'on passe au sujet de notre workshop. Donc du coup, je vais passer la parole à Yann, qui a énormément œuvré pour que ce workshop ait lieu. Probablement tu diras 2 mots sur le LabEx pour les personnes qui ne connaissent pas. Et je te passe la parole. Merci Constantin. Merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. On est quand même très content de vous accueillir. C'est vrai que c'était pas gagné d'organiser quelque chose comme ça. Ça fait plusieurs années. En fait, on a voulu commencer. C'était un petit peu l'époque du Covid. Et puis bon, ça a traîné. Mais enfin aujourd'hui, on se retrouve ensemble. Comme il a été dit, un des buts de ce workshop, c'est aussi d'essayer de trouver ce qu'on peut trouver comme langage commun avec les problématiques entre les problématiques de temps-fréquence et les problématiques de cybersécurité. Donc moi je suis Yann Lecoq, j'interviens ici comme directeur de la Fédération de recherche et du LabEx FirstTF. Donc j'ai pas prévu de slide vous présentant la fédération et le LabEx, mais la Fédération de recherche regroupe, alors, sous l'égide des nombreux établissements, on est une dizaine d'établissements, de grands établissements de recherche et d'enseignement en France qui sont concernés par ce LabEx et cette fédération de recherche. Et ce sont les établissements au sein desquels il y a des laboratoires qu'on appelle dans le sein de la fédération de recherche les laboratoires du premier cercle, ou les laboratoires fondateurs, qui sont les 5 laboratoires qui ont une activité très forte en temps-fréquence en France actuellement, et en particulier une activité via les services sociétaux ou à la communauté scientifique qu'ils procurent. Donc, ces laboratoires sont le CIRC à l'Observatoire de Paris, le LPL, le laboratoire de physique des lasers à l'Université de Sorbonne Paris-Nord, au nord de Paris, à Besançon, l'UAR TETA au sein de l'Observatoire de Besançon et FEMTO-ST, et enfin sur la Côte d'Azur, le laboratoire Géoasio. Donc ces laboratoires ont une activité forte en temps-fréquence, en recherche, en enseignement, mais également, c'est ça qui les caractérise, qui singularise, une activité de service très forte. Autour de ces laboratoires, le LabEx FirstTF essaie d'animer une communauté qui va bien au-delà. À ce jour, on a, je crois, 63 structures membres du LabEx FirstTF, industriels, académiques, grands groupes, PME, consultants, en société de consulting, agences, grandes agences, la DGA, la CNES, sont parmi nous. Et donc on essaie d'animer la communauté temps fréquence, ainsi que via l'argent du LabEx FirstTF, financer quelques projets. Pour donner une amplitude globale, c'est à peu près un demi-million d'euros par an de financement sur projets qui sont distribués via le LabEx. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus sur le LabEx, je vais commencer à vous parler un peu plus de science. Et donc je vais faire une introduction. Alors les gens qui sont dans la salle sont très très variés en fonction de leurs connaissances préalables du domaine temps fréquence. Donc il y aura peut-être pas mal de portes ouvertes qui vont être ouvertes dans la suite. Je m'en excuse, on espère qu'il y aura au fur et à mesure de ces quelques jours du grain à moudre pour tout le monde. Alors bon, j'ai un premier outline avec une petite question rapide que j'aime bien poser au début, qui est qu'est-ce que le temps ? Un deuxième point sur comment est-ce qu'on fait pour mesurer le temps, et en particulier comment caractériser la qualité de ces mesures. Enfin, j'aborderai la question de comment générer une référence de temps et comment la distribuer. Et pour finir, quelques mots sur les risques associés aux distributions de références de temps, à l'utilisation de références de temps
et l'ouverture sur les questions de cybersécurité. L'ensemble de ces sujets seront largement débattus dans la suite et nettement plus en détail que ce que j'ai essentiellement évoqué ici. Alors j'aime bien commencer ce type de présentation par des choses un peu différentes et un petit peu, qui nous sortent un petit peu de la technique, qui sont, et que j'aime illustrer par cette citation relativement bien connue de saint Augustin, au IVe siècle après Jésus-Christ, qui s'interrogeait déjà à l'époque sur la nature du temps et qui expliquait que quand on ne se pose pas la question de ce que c'est le temps, tout le monde le sait, mais quand on commence à se poser vraiment la question, on ne sait plus du tout. Et ça, c'est une citation que j'aime bien parce que ça nous rappelle à la modestie qu'il faut avoir en tant que scientifique sur ce genre de questions. Parce que moi, personnellement, après une demi-carrière scientifique à essayer de mesurer le temps, très précisément, je n'ai pas plus d'idées sur la question qu'avant, et je pense qu'aucun de mes collègues n'a beaucoup plus d'idées. Il y a pas mal de gens qui ont des idées spéculatives, y compris d'ailleurs dans des directions qui ont déjà été, à mon sens, un peu discutées par saint Augustin déjà à l'époque. Mais objectivement, aujourd'hui, on va parler beaucoup de temps, on va parler de fréquence, on va mesurer de très haute précision, mais rappelons-nous que ça fait au moins 16 siècles, et en fait nettement plus, que les hommes, les femmes, qui font de la science, qui font de la philosophie, continuent à s'interroger sur ce que c'est vraiment qu'on est en train de mesurer quand on mesure le temps. Alors le sens commun d'aujourd'hui nous impose, qui nous est imposé par toute notre société, toute notre éducation, c'est que le temps, c'est le temps newtonien, c'est-à-dire un temps, une coordonnée universelle qui décrit l'agencement des événements et qui est censé être uniforme, la même pour tous, partout, et qui s'impose à tout le monde, une simple coordonnée. Alors je note quand même que ça, c'est une vision newtonienne qui nous semble évidente et qui nous permet d'arriver à l'heure à l'aéroport, à l'heure pour prendre un train, qui permet tout ce que le monde moderne nous semble évident. C'était pas si gagné que ça de définir le temps de cette manière à l'époque de Newton. En particulier, la philosophie naturelle de l'époque était largement basée sur les écrits d'Aristote, qui ne définissait pas exactement le temps comme ça. C'était plus une définition en fonction du changement, de description du changement plutôt que de simples coordonnées. Et le grand concurrent de Newton à l'époque, Leibniz, en particulier, était un fervent partisan de la définition du temps, de l'acception du temps selon Aristote, et n'était pas franchement d'accord à l'époque avec cette histoire de coordonnées universelles qui s'imposait pour tous et partout. Donc c'est peut-être pas si évident que ça, même si aujourd'hui tout le monde est à peu près d'accord que c'est le sens commun dit ça. Plus profondément, en fait, la physique moderne a beaucoup évolué depuis Newton, et on sait aujourd'hui que cette histoire de coordonnées universelles qui s'impose partout et à tout le monde n'est pas si simple que ça. Et en particulier, vous avez depuis Newton la relativité restreinte et générale et la mécanique quantique qui sont apparues entre les deux. Et ces deux sujets principaux et très centraux dans la définition de la physique moderne remettent largement en question cette définition newtonienne du temps. C'est bien connu pour ce qui est de la relativité. Vous le savez sans doute pour beaucoup d'entre vous, si un objet se déplace, si j'ai une horloge qui est posée au niveau du pupitre et que je me déplace à une certaine vitesse et que je reviens, ma montre n'aura pas exactement la même heure que celle qui est restée sur le pupitre. Alors évidemment, ma montre ne verra pas la moindre différence, même si elle n'est pas si mal que ça, mais si on commence à avoir des distances et des vitesses un peu plus élevées que ça et qu'on prend des horloges atomiques, on commence à avoir des différences qui sont tout à fait significatives et qui pour les gens qui s'occupent vraiment de métrologie temps fréquence, sont comme le nez au milieu de la figure. C'est énorme. La relativité générale, également, dit que si on a une montre au niveau de l'ordinateur par rapport à ma montre qui est à mon poignet, si je l'élève de à peu près 1 mètre, et que je la laisse là pendant un petit moment, que je la ramène, là également, on va avoir un changement, une différence entre le temps indiqué par les deux horloges, encore une fois totalement irréaliste à détecter avec des horloges de la vie de tous les jours, mais que des horloges atomiques voient de manière extrêmement évidente.
Et donc ça, c'est le fait qu'il y a environ sur le potentiel gravitationnel, il y a un changement de la vitesse de défilement du temps pour 1 mètre de différence d'altitude de l'ordre de 10-7. Donc à la 16e décimale, le temps défile un peu moins vite quand on est à un potentiel gravitationnel plus proche du sol. Et donc ça, c'est des effets qui ne sont pas que des élucubrations de scientifiques chevelus, c'est des effets qui sont extrêmement forts, qui se détectent tous les jours dans les laboratoires qui font des horloges atomiques. C'est des effets dont il faut absolument tenir compte. Et c'est des effets que certains ont même eu la curiosité d'essayer de démontrer en direct à taille humaine, juste en prenant une horloge de très bonne qualité, en mettant un gros cric de voiture ou équivalent dessous, en donnant quelques tours de manivelle pour la faire monter de quelques centimètres, et constater que l'horloge, quand elle a monté de 10 cm, ne va pas à la même vitesse qu'avant. Et ça a été mesuré, effectivement, avec des horloges atomiques du domaine optique. C'est des choses très classiques. Quelque chose qui est un tout petit peu moins généralisé dans la discussion sur la relativité du temps et sur la difficulté qu'il y a à définir le temps comme une coordonnée universelle, c'est aussi que, ça revient à la première question, qu'est-ce qu'on définit comme le temps? Alors si d'une manière extrêmement circulaire on définit le temps comme ce qui est mesuré par une horloge, on se rend compte qu'une horloge c'est quelque chose qui fait des mesures. Comme tout ce qui fait des mesures, c'est des mesures qui ont un bruit. Alors il y a du bruit technique, on peut dire, c'est facile, on va améliorer le bruit technique. Et puis il y a aussi des bruits d'origine quantique absolument fondamentaux. En pratique, toutes les horloges sont limitées à un moment donné par des bruits techniques. Néanmoins, rappelons-nous que même si ce n'était pas le cas, la mécanique quantique impose qu'on a une certaine indétermination dans la mesure du temps par une horloge donnée, et que de cette manière, deux horloges parfaitement équivalentes, parfaitement similées, parfaitement identiques, mises dans le même référentiel relativiste, vont finir par diverger l'une par rapport à l'autre après un certain temps, qui peut être très très long, si c'est vraiment imposé par la mécanique quantique, mais néanmoins c'est une réalité fondamentale qu'il faut le rappeler. Et donc définir un temps universel à partir de ce genre de foutoir, c'est loin d'être facile, c'est un métier, il faut s'y mettre à plusieurs, il faut beaucoup de discussions, et il faut beaucoup de réflexion sur la science à mettre derrière. Alors, une petite historique sur la mesure du temps. Pour mesurer le temps, il faut commencer par avoir un objet, qu'on peut toujours appeler une horloge, qui va changer d'une manière régulière et prédictible, ou au moins reproductible. Un des premiers systèmes qui a été utilisé, c'est l'horloge des clepsydres, dont vous voyez un exemple extrêmement simple ici, et par exemple, à Athènes, la démocratie athénienne de l'époque classique, les temps de parole des politiciens sur l'agora étaient mesurés par des clepsydres, comme le CSA aujourd'hui mesure que tout le monde parle de manière équivalente, c'était mesuré avec des objets de ce genre. Alors vous avez évidemment des versions à sable, donc avec des sabliers, et puis, bon, il est quand même apparu que tous ces objets avaient quand même l'inconvénient de ne pas être très très reproductibles, c'est pas très facile, même s'il y a eu énormément de développement jusqu'en gros à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, en particulier sur les horloges, les clepsydres, où il y a eu beaucoup de développements qu'on appellerait aujourd'hui des systèmes d'ingénierie, qui ont permis de transformer ces objets en des choses quand même tout à fait honorables d'un point de vue mesure du temps. Malgré tout, ce n'étaient pas des choses qui avaient une certaine vraie universalité. Donc, un bon candidat pour accéder à cette universalité, au moins sur la planète de Terre, de la définition du temps, c'est la rotation de la Terre. Parce que la rotation de la Terre, c'est un objet céleste plus ou moins solide, une grosse bille qui tourne, et que de ce point de vue-là, c'est pas facilement perturbé, et que du coup, on se dit, la rotation de la Terre est une horloge commune à peu près universelle. Pour mesurer ça, historiquement, on a pu commencer avec juste un bâton planté dans la Terre et regarder comment évolue l'ombre. Le nom scientifique pour un bâton planté dans la Terre, dont on regarde l'ombre, c'est un gnomon. On peut améliorer un petit peu ça en définissant ce qu'on appelle un cadran solaire. Et donc vous avez ici des choses basées sur la position du Soleil aussi. Donc à l'Observatoire de Paris, vous avez une jolie salle
dans lequel, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit point lumineux, c'est le soleil qui passe par une petite lentille sur le mur et qui va se projeter sur un axe gradué ici et qui permet de remonter à la mesure du temps. Et également, plus moderne, vous avez à l'Observatoire de Besançon une lunette méridienne qui regarde exactement dans la direction verticale et qui va permettre de chronométrer exactement à quel moment le Soleil ou d'autres corps célestes vont passer exactement à la verticale du lieu d'observation. Donc ça, c'est des méthodes de mesure tout à fait bonnes, qui ont été développées au fur et à mesure des développements de l'astronomie, de manière à s'améliorer de plus en plus. Et en fait, jusqu'en 1956, depuis la définition du système SI, la convention du mètre, jusqu'à 1956, la définition officielle du temps s'était définie comme 1 sur 86 400 de la durée moyenne du jour solaire. Alors 86 400, c'est 24 fois 60 fois 60, c'est-à-dire le nombre de secondes qu'il y a dans 24 heures. Il y a déjà un petit peu de subtilité là-dedans, donc il faut un tout petit peu être conscient. C'est qu'on parle de de temps solaire moyen, qui n'est pas la même chose qu'un autre mot que vous avez trouvé, qui est le temps sidéral. C'est-à-dire que la Terre, ça tourne. Si vous regardez le temps que prend le Soleil à revenir exactement au-dessus de votre tête, ça fait 24 heures. Mais si vous regardez le temps que met le Soleil, une étoile lointaine, à revenir exactement à la même position, vous n'allez pas tomber sur 24 heures, vous allez tomber sur 23h56 minutes et 4,1 secondes. Ça, c'est parce qu'en fait, la Terre, elle tourne autour d'elle-même, elle tourne aussi autour du Soleil. Et donc, dans le petit schéma que vous avez ici, vous voyez que le temps que la Terre est un petit peu tournée d'une rotation entière autour d'elle-même, elle aura un petit peu avancé sur son orbite, et du coup, il faut tourner un tout petit peu plus que 23h56 minutes et 4,1 secondes pour que le Soleil revienne exactement à la même position, par rapport aux 360 degrés de rotation de la Terre. Alors en plus, l'orbite est un petit peu elliptique. En plus, la Terre a une inclinaison sur son axe de rotation propre. Et donc ça se traduit par des choses que vous pourrez trouver sur les bons cadrans solaires, qui s'appelle l'équation du temps, qui est en général pas une équation avec des équations comme on l'entend aujourd'hui, mais qui est en fait une courbe, et qui va donner la différence entre ce qui est mesuré par entre le temps défini comme le jour solaire moyen et l'indication qui est donnée par votre panneau solaire. Et c'est tout à fait significatif. Hein. Entre le haut de la courbe et le bas de la courbe, il y a 30 minutes de décalage. Il y a une bonne quinzaine de minutes entre l'été et l'hiver, sur ces courbes-là. Et donc, si vous voyez un panneau solaire, en général, vous aurez l'impression qu'il n'est pas à l'heure. En fait, il est à l'heure, il faut juste corriger une donnée qui est parfaitement connue et tabulée, et qui est souvent inscrite quelque part en petit à côté du panneau solaire. Alors tout ça c'est très bien, il y a d'autres subtilités encore, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est très bien, mais en fait, on s'est assez rapidement rendu compte que ça, c'était pas si stable que ça bougeait dans le temps. Et quand on commence à mesurer la durée du jour moyen solaire, on se rend compte qu'il y a des fluctuations assez importantes. Et en fait, il y a des bonnes raisons physiques pour ça. Une raison très générale, c'est qu'en fait la Terre, c'est pas une bille dure, c'est un objet avec, il y a de l'eau dessus qui bouge, il y a des marées, il y a des choses qui frottent, ça fait un effet dissipatif dans le système, et ça veut dire qu'en gros, la rotation de la Terre, très lentement, elle diminue au cours du temps. Et en fait, si vous regardez un petit peu en détail, vous verrez que, c'est pas si facile que ça de voir cette décroissance dans le temps, mais en tout cas, on voit des oscillations, des choses très bizarres, qui sont pas si... qui ont l'air d'avoir une certaine périodicité, mais qui sont en fait pas si faciles à prédire que ça. Et en fait, on a aussi des effets de l'atmosphère, de la météorologie qui agissent là-dessus, des effets de l'hydrologie qui agissent là-dessus. Des tremblements de terre vont avoir un impact temporaire, mais bien réel, très, très significatif à mesurer sur la vitesse de rotation de la Terre. Alors par exemple, donc j'ai posé la question, c'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai posé la question, mais cette périodicité-là, ça correspond à quoi? Alors apparemment, essentiellement, c'est dû au vent zonaux, donc au vent d'altitude, et ça se corrèle très très bien avec des mesures météorologiques.
Alors ça se corrèle très bien avec les mesures météorologiques, mais en même temps la météo, ça ne se prédit pas. Et donc on a des oscillations qui sont bien comprises, mais qui ne sont pas prédictibles. Et donc comme référence de temps, c'est quand même pas terrible. Du coup, quand les choses se sont un peu améliorées, à partir de 1956 et jusqu'en 1967, les astronomes ont décidé de remplacer cette façon de compter le temps par une fraction un peu moins impactée par des perturbations, à savoir une fraction de l'année tropique, le temps que met la Terre à faire une orbite autour du Soleil. Mais même ça bouge, et donc du coup ils avaient décidé que c'était uniquement l'année 1900 qui comptait comme la bonne référence, et puis qu'après on faisait des extrapolations de ce qu'on savait qui se passait. Bon, ça c'était quand même pas très très pratique. En même temps, les horloges, en particulier les horloges atomiques, ont fait beaucoup de progrès, et ça a été décidé en 1967 de remplacer cette nouvelle définition, qui a duré une grosse dizaine d'années, par une nouvelle définition basée sur les horloges atomiques à base de césium. Alors, les horloges atomiques, c'est des objets faits par la main de l'homme, ce qu'on appelle des étalons de fréquence. Il y a une petite subtilité sémantique entre ce que c'est qu'une horloge et un étalon de fréquence. Un étalon de fréquence, c'est quelque chose qui produit un signal périodique très bien défini. Une horloge, c'est quelque chose qui, en plus de cet étalon, va compter les oscillations et va être capable de remonter un signal de temps. Alors vous avez un signal physique, ça peut être le balancier d'une horloge de grand-papa, ça peut être un signal électrique dans un signal de quartz ou un MEMS, ça peut être des signaux micro-ondes qui oscillent à quelques gigahertz, quelques dizaines de gigahertz, et puis de plus en plus récemment, ça peut être carrément des signaux électromagnétiques du domaine optique qui oscillent à quelques centaines de térahertz, et qui permettent aujourd'hui de faire les meilleurs étalons de fréquence, qu'on appelle les étalons de fréquence optique, qui sont des objets de laboratoire, mais qui sont quand même de plus en plus présents dans la vie de la recherche en temps fréquence, et qui sont progressivement amenés à remplacer les étalons de fréquence basés sur les micro-ondes dans la définition du temps légal. Donc je vous ai dit, une horloge, ça va compter les oscillations. Typiquement, ça aime bien compter les oscillations qui passent par zéro parce que c'est plus facile que de commencer à échantillonner des sinusoïdes vraiment en détail. Mais donc là, vous avez le concept des signaux issus d'une horloge faite par la main de l'homme. Alors, c'est bien de faire des horloges. Comment est-ce qu'on caractérise la performance d'une horloge ? Vous aurez beaucoup plus d'informations dans le talk suivant, la présentation suivante de François. Je vous mets ici quand même, pour bien fixer les idées, quelques équations sur l'oscillateur qui fournit un signal sinusoïdal, l'oscillateur réel par opposition à l'oscillateur idéalisé qui fait juste une sinusoïde. Et donc vous avez plusieurs valeurs qui sont en fait fluctuantes dans le temps de manière plus ou moins aléatoire. Une valeur alpha ici qui correspond aux fluctuations d'amplitude. Bon, c'est un produit intéressant en interne, mais qui n'a pas beaucoup plus d'intérêt que ça, typiquement pour le temps fréquence, à part de perturber les mesures. Et puis donc vous avez ici trois façons différentes d'écrire plus ou moins la même chose. Enfin, exactement la même chose, mais écrite mathématiquement de trois manières différentes. Vous mettez la partie random qui est dans l'argument du cosinus, soit vous la mettez comme sous forme de y ici, une notation relativement standard, de déviation relative de la fréquence, soit vous notez ces mêmes oscillations random comme des fluctuations de phase, phi de t, soit vous le notez comme des fluctuations de timing avec le x de t ici, qui va modifier le temps d'évolution ici. Ces trois équations disent exactement la même chose. On a un machin qui bouge avec une sinusoïde qui gigote. C'est juste que typiquement les gens qui font des horloges atomiques, des étalons de fréquence, aiment bien parler en fluctuation relative de fréquence. Les gens qui font des oscillateurs aiment bien regarder les choses à plus court terme et parler de bruit de phase. Et les gens qui font des échelles de temps aiment bien parler de fluctuation de temps et donc vont parler de x. Mais à la fin, tout le monde a juste une sinusoïde qui gigote. Voilà. Alors, j'ai déjà un peu évoqué cette question dans mon propos liminaire. Il y a la subtilité qui, à mon sens, est très très importante, qui distingue la mesure du temps-fréquence
de simplement la mesure de haute précision qu'on peut avoir dans beaucoup d'autres domaines de la physique, qui est le fait que autant, bon, les fluctuations d'amplitude, pour n'importe quel oscillateur, c'est quelque chose qui est borné physiquement. On ne peut pas avoir un oscillateur qui va décider d'osciller jusqu'à l'infini. Il va avoir un phénomène physique qui va l'empêcher d'exploser. Les fluctuations de fréquence relative, c'est également une quantité qui est bornée. Si vous avez un laser qui lase sur une certaine transition atomique, il ne va pas se commencer à multiplier sa fréquence par 46, parce qu'il n'y aura plus d'effet laser à ce moment-là. Par contre, que ce soit écrit en termes de bruit de phase ou de bruit de timing, c'est des quantités qui sont fondamentalement non bornées. Il n'y a aucun processus physique existant, il n'y a aucun processus physique qui peut exister, qui imposerait à une horloge un système, un espèce de feedback qui l'obligerait à revenir à une référence donnée. Ça veut dire que si vous avez une horloge qui tourne, si vous ratez un petit tic quelque part, si vous avez une petite fluctuation, le temps perdu à ce moment-là se rattrapera jamais. Et le temps gagné non plus. Okay, et ça se traduit par le fait que deux horloges absolument identiques, qui mesurent la même chose dans le même temps propre, dans le même référentiel, vont forcément diverger au bout d'un moment. Et du coup, c'est pas si facile que ça de dire que cette horloge-là elle est très bien et celle-là autre, en fait, c'est elle qui diverge. En fait, on ne sait pas, et elles sont toutes en train de diverger l'une par rapport à l'autre. Et donc, ça se traduit par le fait que si on a une horloge, tout seul, dans son petit coin, si on veut qu'elle reste à l'heure, il faut de temps en temps la remettre à l'heure. Point barre. Ça, c'est une obligation physique. Et donc, il faut un processus de feedback qui va devoir corriger les choses régulièrement pour garder son horloge à soi, qui soit en accord avec toutes les autres horloges du monde. Bon, là, vous aurez vraiment beaucoup plus en détail ça dans le talk de François. Les outils mathématiques pour définir ces fluctuations, on a là la densité spectrale de puissance de bruit qui est définie ici, qui peut être définie pour toutes les quantités qui ont des fluctuations aléatoires, que ce soit l'amplitude, la fluctuation de fréquence fractionnaire Y, la phase ou le temps. À chaque fois que vous voyez quelque part un grand S avec un petit indice en fonction d'une fréquence, c'est une densité spectrale de puissance de bruit, c'est la notation la plus généralisée dans toute la littérature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ou moins c'est la fluctuation quadratique moyenne dans une bande passante de 1 Hz autour d'une certaine fréquence de Fourier f. C'est un indicateur qui est essentiellement utilisé, parce que c'est relativement facile à calculer, sur des temps courts, typiquement inférieurs à la seconde. Des temps caractéristiques relativement courts, inférieurs à la seconde. Pour les temps un peu plus longs, on pourrait faire ça aussi, les gens le font, mais c'est un peu plus facile, et il y a des tas de bonnes raisons mathématiques pour le faire, de parler de variance à deux échantillons, avec toute une foisonnée de différentes variances qui ont été développées au cours du temps, mais la plus connue, c'est la variance d'Allan, qui est un outil statistique que, je précise, peut être utilisé, et devrait sans doute, à mon sens, être utilisé largement ailleurs aussi que dans le domaine temps-fréquence. On peut très bien définir des variances d'Allan de température, des variances d'Allan de courant électrique. On peut faire des tas de choses, et c'est un outil statistique extrêmement intéressant qui mériterait d'être sorti un peu de son utilisation habituelle dans le domaine temps-fréquence. Le dernier point fondamental que je veux évoquer ici, c'est la différence entre l'exactitude et l'instabilité. Donc ça, c'est un truc assez fondamental. Je vous ai parlé d'oscillateur bruité. Si je rajoute un tout petit peu plus de subtilité dans les équations ici, j'ai rajouté un petit terme epsilon qui est censé être fixe, qui correspond au fait que quand on fait un oscillateur basé sur n'importe quelle technologie, on espère qu'il a une certaine fréquence, on fait tout pour, et puis en fait, il y a toujours un petit offset qu'on ne maîtrise pas très bien, dû à différents effets perturbatifs statiques qu'on n'a pas forcément, bien maîtrisés ou bien modélisés. Et donc ça, c'est un concept assez différent et bien distinct. Il y a le concept de la stabilité, qui est que est-ce que l'oscillateur va rester à une fréquence fixe? Et l'autre concept, c'est l'exactitude. Est-ce que l'oscillateur va rester autour d'une fréquence parfaitement connue, parfaitement bien définie, exactement celle qu'on veut? Donc deux aspects très différents. Alors vraiment, il y a certains liens entre les deux. C'est sûr, quand on a un oscillateur qui est très stable, c'est beaucoup plus facile de caractériser son exactitude, parce qu'on peut faire des mesures et des qualifications
de la sensibilité aux effets perturbatifs beaucoup plus facilement et rapidement, mais c'est un point vraiment fondamental. L'exactitude, c'est encore un autre domaine que la stabilité, et là on touche au cœur de la vraie métrologie qui fait mal, où parfois il arrive qu'on ait oublié un effet. Il m'est arrivé de publier des papiers dans lesquels on prétendait qu'on était à des niveaux d'exactitude de 10-17, et puis finalement, 3 ans plus tard, quelqu'un dit « Ah mais au fait, il y a cet effet-là qui n'est pas du tout pris en compte dans votre papier », et puis là on dit « Ah oui, effectivement, on a foiré un truc ». Ce sont des choses qui arrivent dans la vie de la métrologie, et c'est pas si facile que ça de penser à absolument tous les effets perturbatifs possibles. Alors, on vient sur le problème de la définition d'une référence commune en temps. Et donc, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai insisté, une horloge donnée quelque part mesure déjà uniquement son temps propre. Si on veut la connecter à une autre horloge qui se trouve être en mouvement par rapport à la première, ou qui se trouve être à une autre altitude que par rapport à la première, il faut utiliser des corrections relativistes pour pouvoir comparer ces deux horloges entre elles. Et donc ces corrections relativistes, elles viennent avec une certaine incertitude également. Si on a la différence entre deux horloges qui sont à deux coins de cet amphithéâtre, ici, à une altitude qui est relativement bien connue, on arrive sans trop de problème à connaître ça au subcentimétrique. Mais en même temps, si c'est une horloge qui est en Nouvelle-Zélande et une autre qui est à Paris, il faut être capable de raccorder les référentiels altimétriques entre ces différentes zones. C'est pas si facile que ça. Les géophysiciens qui font ce genre de choses, alors bon, historiquement on a eu des différences à la frontière franco-belge de l'ordre du mètre, qui sont à peu près résolues maintenant, mais il y a des choses qu'il faut, en dessous de la dizaine de centimètres, de quelques centimètres, ça devient très très compliqué pour nos amis géophysiciens de nous garantir qu'on est bien à l'altitude qu'on croit être. Et par ailleurs, je l'ai dit, deux horloges, même mesurant le même temps propre, vont diverger l'une par rapport à l'autre, et donc il faut de temps en temps les ramener dans le droit chemin et les mettre toutes d'accord entre elles, les remettre à l'heure. Et la question qui apparaît quand on développe des horloges, c'est tous les combien de temps il faut les remettre à l'heure. Ça, c'est une question qui est importante, en particulier dans le domaine où on va parler un tout petit peu de cybersécurité, où si on a une horloge qui se trouve être synchronisée par rapport à des signaux issus de satellites, et que les satellites disparaissent parce qu'il y a un truc qui passe, ou il y a voilà, combien de temps est-ce que l'horloge va rester à peu près acceptable, à un certain niveau de fluctuation, avant que, si on n'a pas les satellites qui reviennent pour la remettre à l'heure, on sait qu'elle est complètement partie dans les choux. Donc ça, c'est le concept de rollover, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais c'est un point assez important dans la qualification des systèmes résilients, en particulier résilients à la disparition momentanée des signaux de synchronisation issus de systèmes GPS, Galileo, GLONASS ou autres, ou de systèmes de synchronisation terrestre, c'est à combien de temps est-ce que ces systèmes sont capables de tenir. Pour faire cet ensemble d'horloges, pour faire tous ces ensembles d'horloges du monde et définir un temps global sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, il faut faire des comparaisons de très haute précision d'horloges elles-mêmes de très haute précision en permanence. Ça se fait au niveau international dans le cadre du Bureau international des poids et mesures, avec tout un arsenal de développement technique et algorithmique qui seront développés un peu plus tard dans la journée par Michel. Alors, pour faire des comparaisons d'horloges, c'est pas si trivial qu'il y paraît. Si elles sont toutes les deux l'une à côté de l'autre, c'est relativement facile. Si elles sont à grande distance, il faut que on ait un signal qui parte d'une horloge et qui aille à l'autre. Et ça, ce signal, il a un temps de propagation. Ce temps de propagation, qui est TD ici, s'il est constant, ça correspond à un fait qu'il y a une désynchronisation. C'est-à-dire que le temps qui est reçu à une distance, il a été désynchronisé par rapport au temps de l'émission par le temps de propagation du signal. Encore une fois, si ça c'est connu, c'est pas très grave, on corrige et puis tout le monde est content. Bon, si c'est quelque chose qui est inconnu jusqu'à qui est connu qu'avec un certain degré de résolution, c'est bien un peu plus embêtant. Si en plus c'est quelque chose qui a des bonnes raisons de fluctuer, ça c'est encore plus embêtant parce qu'on a non seulement un effet de désynchronisation,
On a aussi un effet potentiel de désyntonisation. Alors le terme désyntonisation est un peu moins connu et utilisé, il n'est pas du tout synonyme du terme désynchronisation. Désynchronisation, c'est, comme son nom l'indique, c'est que le temps n'est pas le même entre deux points. Désyntonisation, c'est que la fréquence d'oscillation des oscillateurs est pas la même. Ça, c'est par exemple si on a un temps de propagation du signal entre l'oscillateur local et l'utilisateur éloigné qui a un effet Doppler parce que les deux systèmes s'éloignent l'un par rapport à l'autre de manière, on va dire, constante. Là, ça veut dire que l'effet Doppler va décaler la fréquence qui est reçue par rapport à la fréquence qui est émise. Et donc ça se traduit par une désyntonisation si on n'en prend pas compte. Alors je l'ai dit aussi, donc si on connaît a priori le temps de propagation, on peut essayer de corriger jusqu'à un certain point. Alors, il y avait des exemples plus ou moins historiques de techniques de signaux de distribution. Alors, c'est arrêté il y a quelques années. Vous avez juste le truc qu'on avait pour appeler, je ne sais plus quel numéro c'était d'ailleurs. 3699, qui permettait d'avoir l'heure au moment donné. Bon, avec une résolution de quelques millisecondes, avec le bip, quelque chose comme ça. Bon, c'est un service qui a été arrêté, c'était plus si utilisé que ça, par grand monde. On a encore des systèmes de transmission à grandes ondes, qui sont donc le système allemand DCR77, le système français qui s'appelait le signal France Inter, donc mixé avec le signal de France Inter, de gens qui parlaient ou qui faisaient de la musique. On a un signal de synchronisation qui est émis également. On a des systèmes de distribution de plus en plus prégnants dans le monde moderne qui sont les distributions par fibre, par signaux télécom via différents protocoles. Donc le protocole le plus standard, a priori maintenant tous les ordinateurs modernes sont tous automatiquement vendus avec un système d'exploitation qui se synchronise par NTP, Network Time Protocol, sur un serveur quelque part. Bon, encore que j'ai galéré quand je suis arrivé à Grenoble parce que la fac de Grenoble ferme le port NTP à part pour son propre serveur à elle. On est obligé de prendre le serveur de Grenoble, on ne peut pas prendre l'observatoire de Paris par exemple quand on est à l'université de Grenoble. Voilà. Et puis on a des méthodes beaucoup plus raffinées à base de White Rabbit, ce qu'on appelle le White Rabbit et autres systèmes PTP de très haute résolution qui sont pas forcément sur du lien fibré télécom tout à fait standard et qui ont comme prérequis d'avoir modifié des systèmes de switch, des systèmes de distributeurs par-ci par-là, par des systèmes d'à très haute performance qui sont capables de suivre et de transférer ces signaux de temps. Vous avez une image aussi de système fibre, donc ça c'est un projet national, c'est un équipex de distribution de référence de fréquence et bientôt de temps par fibre optique qui se greffe sur le réseau Rémater académique. Vous avez aussi des liens par laser vers des satellites. Et puis, un point qui est très connu, c'est les systèmes GNSS. Donc, GNSS, c'est Global Navigation System Satellite Systems. Donc ça veut dire en gros GPS américain, Galileo européen, GLONASS russe, Baidu chinois, et plus il y a des systèmes régionaux. Il y a un indien et un japonais. Michel, tu me dis s'il y en a un autre. Un français aussi, EGNOS. Enfin européen, EGNOS. Ouais, bon, on va faire un. Ouais. C'est une augmentation. Ouais. Okay. Et puis le TWST-FT, c'est le Two-Way Satellite Transfer. Bon, c'est des systèmes qui sont utilisés en particulier par les instituts de métrologie nationaux pour s'échanger des signaux à très haute performance, qui sont un satellite stationnaire sur lequel les deux systèmes vont se faire une émission. J'ai parlé le dernier point que j'ai évoqué, c'était le Two-Way Satellite Transfer système. Donc ça commence à rentrer dans la question la très haute performance ne peut s'obtenir que si on est capable de monitorer en temps réel et de tenir compte des fluctuations du temps de propagation du signal de synchronisation. Et pour ça, c'est un prérequis d'avoir un système d'aller-retour. Et donc si on mesure le temps d'aller que l'utilisateur remote renvoie le signal et que l'oscillateur local mesure le temps passé à faire l'aller-retour, ça permet de corriger
de l'effet du temps d'aller-retour. C'est quelque chose qui est communément utilisé dans le système NTP, dans les systèmes de distribution fibrée, dans les systèmes two-way. Et c'est quelque chose qui permet d'aller, de pousser les limites bien au-delà, sous réserve qu'il y ait un bon niveau de réciprocité entre le délai vu à l'aller et le délai vu au retour. Ça permet d'aller beaucoup plus loin que les systèmes qui sont uniquement one-way. Donc on en vient à la fin de ma présentation. Donc je voudrais vous faire remarquer, même si j'imagine que beaucoup d'entre vous en sont déjà convaincus, à quel point le temps et les signaux de distribution de temps sont extrêmement prégnants dans toute la société. Alors évidemment, il y a des problématiques qui préoccupent plus les chercheurs dans les laboratoires, et c'est déjà pas mal. On mérite aussi d'avoir des bonnes références de temps, qui sont... il se trouve qu'aujourd'hui, l'ensemble, la quasi-totalité des unités du système SI se retrouvent en fait être référencées par rapport à la seconde, parce que la seconde est le système le mieux défini dans toutes les systèmes SI. À quelques exceptions près, le Candela ou des choses comme ça, le système SI est référencé par rapport à la définition du temps. On a des questions de physique fondamentale, avec des mesures de dérive de constantes fondamentales, de mesures très précises du shift gravitationnel relativiste pour essayer d'aller au-delà de la relativité générale. On a l'utilisation de techniques de temps-fréquence en détection d'ondes gravitationnelles. Un point de plus en plus précis, un point de plus en plus prégnant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la géodésie chronométrique relativiste, c'est-à-dire le fait d'inverser un petit peu la relation qu'on peut avoir avec les géophysiciens, et plutôt que d'attendre des géophysiciens qui nous disent quelle est la différente altitude entre deux horloges, de leur dire, bon ben moi je mesure une différence entre ces deux horloges de temps, du coup toi tu prends cette information, tu corriges tes modèles de manière à avoir un modèle plus précis du géoïde terrestre qui te permet d'améliorer tes connaissances de la géophysique, sous la sorte. Plus technique et plus sociétal, on a des oscillateurs de plus ou moins haute performance dans énormément de systèmes électroniques, de filtres ainsi que de senseurs, de différents senseurs de force, senseurs de plein de choses, sont en général basés sur des techniques temps-fréquence. Les problématiques de mesure de distance, de positioning, de navigation, et donc tout ce qui est GNSS sont extrêmement importantes dans la société d'aujourd'hui. Donc c'était l'anecdote qu'évoquait Constantin tout à l'heure. Certaines personnes ont besoin de GNSS pour des choses plus critiques que se promener à Moscou, et pour eux, ça peut devenir très très problématique si on a des interruptions de signaux ou des leurrages de signaux volontaires ou involontaires. Les synchronisations de réseau, c'est un point effectivement très important. Les télécoms, vous avez tous connectés comme nous tous avec les réseaux télécoms. Les synchronisations des réseaux télécoms pour le haut débit, pour le très haut débit, c'est des choses de plus en plus compliquées à faire, qui demandent des références et des distributions de références de fréquences et de temps de plus en plus précises. Et c'est des choses dans lesquelles il y a des problématiques de plus en plus critiques, et en plus des problématiques de résilience vis-à-vis des signaux GNSS qui sont de plus en plus importantes. Les smart grids, typiquement la distribution de réseaux électriques, qui deviennent de plus en plus compliqués au jour d'aujourd'hui avec des hybridations entre des panneaux solaires, des centrales thermiques, des centrales nucléaires dans tous les sens, c'est très compliqué et ça demande des synchronisations tout à fait importantes, et puis des applications plus scientifiques, donc DSN c'est Deep Space Network, donc de navigation de sondes dans le système solaire, plus ou moins lointain. VLBI c'est donc les Very Long Baseline Interferometry, et SKA c'est l'énorme projet de radio-télescopie, en Australie et en Afrique du Sud. Bon, et puis technique de radar, de lidar, d'analyse d'atmosphère. Un point aussi que je voudrais soulever, c'est vraiment extrêmement sociétal et plus lié à notre système légal. Il y a de plus en plus de demandes, de nécessité d'être capable pour les opérateurs de prouver auprès d'instances différentes que les opérations qu'ils ont effectuées à un certain moment étaient vraiment à ce moment. Donc c'est particulièrement prégnant dans le domaine bancaire, où les directives européennes MiFID II,
qui sont en cours d'application progressive exigent des opérateurs, en particulier de trading haute fréquence, qui soient capables de time-taguer leurs opérations avec un niveau de granularité et d'exactitude qui est très bon. On parle de dizaines de microsecondes, on parle de microsecondes. C'est absolument pas évident pour les gens qui font ni des systèmes temps réel informatiques, ni du temps fréquence, que c'est si facile que ça à réaliser, ce genre d'exigence que les opérateurs de marché imposent aux différents acteurs bancaires. Alors, en justice, en police, y compris dans les hôpitaux, c'est des exigences au niveau de la résolution, qui sont beaucoup plus faibles, mais néanmoins des exigences de traçabilité qui sont importantes. Je crois que Maurice Gorgy me disait il y a quelques mois que, en fait, dans les hôpitaux, quand on les appelait, jusqu'à il y a quelques temps, ils enregistraient le message des gens qui parlaient avec le signal de l'horloge parlante, histoire de faire un tel tagging indéniable de à quel moment on a appelé et qu'est-ce qui s'est passé à quel moment. Donc, les risques associés avec les problématiques de résilience des signaux de distribution de temps, c'est tout particulièrement vrai pour les signaux GNSS, c'est aussi vrai pour d'autres signaux, il faut toujours se poser vraiment ce genre de questions. Il peut y avoir différentes classes de dégradation. Alors, si vous avez juste votre récepteur GNSS qui est en panne, bon, bah, c'est votre problème. Si vous êtes un opérateur d'intérêt vital sur les infrastructures critiques, ça peut être très très problématique s'il n'y a pas de résilience, que vous perdez la base de temps issue des GNSS. Après, il y a des interférences du spectre qui vont impliquer des perturbations des signaux GNSS. Ça peut être du brouillage, ça peut être du leurrage, dans les deux cas, un brouillage volontaire ou involontaire, le leurrage quand même plus volontaire, avec différents niveaux de range, de zones géographiques qui peuvent être touchées. On peut aussi avoir des problèmes qui sont à portée mondiale ou au moins régionale, au niveau européen ou autre, au niveau continental. Bon, évidemment, les problèmes de constellations satellites qui sont en train de faire n'importe quoi, ça arrive. Malheureusement, de temps en temps, il faut être capable de le détecter et de vivre avec, même si c'est corrigé en général très très rapidement. Et puis, un point qui est en fait assez perturbant, c'est les perturbations ionosphériques dues à l'activité solaire. Plaf, un coup de vent solaire un peu fort à un moment, ça peut faire tomber les signaux GNSS et foutre une pagaille monstrueuse dans beaucoup d'activités. Alors, au niveau du spoofing volontaire, donc le spoofing, c'est le leurrage, où on va volontairement imposer des signaux un peu plus forts que les signaux reçus par les satellites, mais qui sont faux, volontairement faux pour les décaler. Donc, c'est ce que disait Constantin tout à l'heure. Alors, sur le front de l'Est, vous voyez ici une mesure de la fréquence des spoofings de signaux GPS, uniquement GPS. Pendant un mois en été, c'est absolument considérable, qui sont des signaux, des perturbations d'origine étatique très volontaires. Et donc, dans le cas de la cybersécurité, les objectifs de cybersécurité pour les distributions de temps, alors, je les classe ici en quatre points. La question de availability que nos amis cybersécurité vont parler de denial of service, c'est est-ce qu'on peut recevoir les signaux de synchronisation, avec la question du brouillage. S'il y a quelqu'un qui met une grosse patate RF pas très loin de là où on a besoin de recevoir, on va tout avoir brouillé et ça va être un vrai problème. Les questions d'intégrité et d'authenticité qui sont liées aux questions de leurrage. J'en ai parlé dans mon slide précédent, les questions de traçabilité sont aussi importantes. Là, c'est plus une question juridique. À quel point est-ce qu'on fait des opérations, si quelque part on a quelqu'un qui est mécontent, qui nous fait un procès, à quel point on est capable de démontrer devant une juridiction compétente qu'on a fait tous les efforts qui étaient humainement possibles pour que notre opération ait été taguée de façon correcte. Et puis un point qu'on va assez peu évoquer, c'est le problème de la confidentialité. Normalement, on se dit le temps, la distribution du temps, c'est pas un truc hyper confidentiel. En même temps, pour des signaux de type de grade militaire, ça peut être considéré comme une ressource stratégique, les distributions de temps à très très haute performance. Et il faut savoir que jusqu'à la première guerre du Golfe, les signaux GPS étaient volontairement brouillés, volontairement dégradés par l'armée américaine.
et qu'en fait, à cette époque-là, c'était une activité totalement raisonnable dans les instituts de métrologie nationaux, de bricoler des machins qui permettaient d'utiliser des horloges de haute précision pour craquer le code de l'armée américaine, pour permettre quand même d'utiliser les signaux GPS comme moyen de transfert à haute performance. Après la première guerre du Golfe, ils ont arrêté de faire ça, et du coup cette activité est un peu tombée en désuétude, mais les questions de confidentialité, il y a un niveau de précision, un niveau auquel la distribution du temps, les références de temps sont suffisamment stratégiques pour que les États décident de les brouiller. Et là-dessus, j'ai fini avec ma présentation. C'est parfait. Merci beaucoup, Yann. On est parfaitement à l'heure, mais j'aimerais vous proposer de prendre quelques questions, s'il y en a, dans la salle, avant de passer la parole à François. Je vais me permettre de poser une question. Tu as parlé de plusieurs façons de synchroniser les horloges, ou les façons modernes. Est-ce qu'il y a une façon préférentielle où l'enjeu c'est d'avoir une certaine redondance? Quelle est la philosophie en général? Oui, il n'y a pas de solution miracle pour éviter les problèmes de leurrage. La seule solution, c'est la solution multicouche qui est préconisée. C'est une solution multicouche avec une redondance des sources. Alors, on va parler de GNSS. Je pense que demain, il y aura Jean-Michel qui parlera un peu de ce genre de choses. Les GNSS ont un peu l'inconvénient des satellites relativement lointains, les géostationnaires encore plus lointains. Donc le signal arrive, il n'est pas très fort, c'est assez facile de brouiller ça, c'est pas très difficile non plus de le leurrer. Si on commence à avoir des satellites en orbite basse, le signal est beaucoup plus fort, et c'est donc quelque chose qui est beaucoup plus difficile à brouiller ou à leurrer, et donc avoir peut-être dans l'avenir des solutions hybrides entre solutions peut-être hertziens venant d'orbite basse, d'orbite un peu plus lointaine, à différents niveaux de sécurité, serait en général ce qui est préconisé pour l'avenir. Donc vraiment, il n'y a pas de solution miracle. On peut travailler sur les couches logicielles pour encrypter, décrypter, des choses comme ça. On peut travailler sur les couches physiques pour avoir des signaux un peu plus forts. Mais la solution multicouche est la seule qui est à peu près raisonnable parce qu'encore une fois, il n'y a pas de solution miracle qui est identifiée à ce jour. Merci beaucoup. Je t'en prie. Moi j'avais une question sur la gravité et l'altitude. Parce qu'on a parlé en fait en général d'altitude, mais c'est bien la gravité qui est la cause. Oui, c'est le potentiel gravitationnel. Oui, c'est la distance par rapport au géoïde terrestre. Oui. Voilà. C'est-à-dire que même si le géoïde terrestre fait une sphère parfaite, il me semble que la gravité, le potentiel gravitationnel n'est pas homogène sur cette sphère. La définition du géoïde, c'est la surface de potentiel gravitationnel identique. Ok. Donc, oui, par contre, le fait que le géoïde ne suit pas les hauts et les bas des collines et du sol, ça, oui, ça, c'est clair. Mais si on parle de... C'est lié à l'hétérogénéité de la gravité. Oui. D'accord, c'est bon. Une petite question par rapport à la précision des mesures de temps. Au départ, tu as montré un graphique comme lui nous montre qu'en fait, plus on veut être précis, plus on monte en fréquence. C'est souvent ce qu'on dit. C'est la tendance. C'est quoi la raison principale de cette tendance? Il n'y a pas de raison absolument fondamentale. Il se trouve que quand on passe des horloges micro-ondes aux horloges optiques, il y a toute une catégorie d'effets systématiques qui sont largement réduits par ça. Bon. Il y a aussi d'autres effets qui ne sont pas particulièrement améliorés. Et du coup, c'est un fait global qu'il se trouve que ça se passe bien comme ça, mais je n'identifie pas de raison absolument fondamentale où on dit là c'est évident. Il se trouve que ça fait des décennies que c'est comme ça, mais je ne pense pas qu'il y ait une raison absolument fondamentale qui le prouve. Alors, tu vois, une mode future, c'est par exemple d'aller vers des horloges nucléaires, où on va en particulier chercher des transitions très bizarres dans le thorium. Pourquoi? Parce que ces transitions-là se trouvent être extrêmement protégées de l'environnement, parce qu'il y a tout un machin autour qui les protège. Bon, je ne sais pas à quel point c'est fondamental ça.
S'il n'a pas d'autres questions, j'aimerais remercier Yann encore une fois. On